Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir proposé de parler de l'épidémiologie des infections fongiques invasives, qui est un sujet qui est important puisque les champignons ont une distribution mondiale avec une biodiversité très importante et de grandes différences dans la dispersion géographique. C'est dû à plusieurs choses. Les infections fongiques invasives, les patients vont les contracter, comme vous le savez, par deux moyens majoritaires. Soit c'est des champignons qui sont présents dans l'environnement, c'est le cas en particulier pour les champignons filamenteux, comme l'aspergillus, les mucorales, aussi les champignons dimorphiques, comme l'histoplasma. Et donc, en fonction du milieu dans lequel le patient va se trouver, les champignons auxquels il va être exposé sont complètement différents. Et puis, il y a les champignons dont le patient est porteur, et donc c'est notamment le cas du candida, où le patient va se contaminer avec des pathogènes dont il est porteur. La deuxième chose, c'est que ça va toucher des populations de patients avec des facteurs de risque particuliers. Pour la plupart des champignons, ne développent pas une infection fongique invasive n'importe quelle personne. Et donc, en fonction du type d'immunodépression, notamment auquel les patients vont être confrontés, ils vont développer tel ou tel champignon. Et donc, c'est très important d'avoir des données sur les facteurs de risque qui vont prédisposer aux infections fongiques invasives. Donc là aussi, les champignons ont enfin eu accès à la liste des pathogènes prioritaires de l'OMS tout récemment, parce qu'ils étaient complètement oubliés du système. Malheureusement, les champignons sont souvent les oubliés du système, et pourtant ils sont très importants. Il est estimé qu'il y a à peu près 1,6 million de décès par an dans le monde qui sont liés aux infections fongiques invasives. Et donc vous avez ici la liste des pathogènes qui ont été décidés comme prioritaires dans le développement de la recherche et aussi l'action de la santé publique. Donc c'est pour ça que je pense que d'avoir des données épidémiologiques sur ces pathogènes, c'est extrêmement important dans chaque pays. Donc vous voyez ici les pathogènes prioritaires. Pour ceux qui sont importants en termes de santé publique, en général, c'est soit parce qu'ils sont associés à une mortalité très importante, par exemple pour ce qui est du cryptocoque au niveau du nombre de décès dans le monde, ou alors des fongémies à Candida albicans, ou alors parce qu'ils sont associés à une mortalité très élevée. Et ça, c'est notamment le cas, par exemple, de l'aspergillose ou de la mucormycose, ou encore parce qu'ils sont associés à des multirésistances. Et donc ça, c'est possible avec l'Aspergillus fumigatus ou Candida auris, et je vous dirai un petit mot de cela. Donc, en plus de la connaissance de l'épidémiologie des infections fongiques dans les différents pays, ce qui est aussi important, et c'est comme pour les agents bactériens, c'est d'avoir des données sur la surveillance de la résistance. Donc, les champignons ont des résistances naturelles, comme pour les bactéries, notamment. Les champignons filamenteux, comme les mucorales, sont résistants à une grande majorité des antifongiques. Et certains candidats, comme Candida krusei ou Candida auris, ont une résistance naturelle à certains antifongiques. Et puis, la deuxième grande difficulté avec les champignons, c'est la résistance acquise. Donc il y en a de deux types. La résistance acquise parce que les patients sont préexposés. Donc ça survient surtout chez des populations de patients qui ont habituellement des préventions antifongiques. Et donc ça touche majoritairement des malades qui sont traités dans des milieux d'hématologie ou des patients qui ont une transplantation d'organes solides. Ou alors parce qu'il y a de la résistance dans l'environnement, et donc ça c'est un vrai problème actuellement. Il y a des disséminations de fongicides pour l'agriculture, et donc on a dans l'environnement maintenant des aspergillus qui sont résistants aux molécules principales de leur traitement, et donc c'est très important d'avoir des données de surveillance. Il y a des pays comme les Pays-Bas où c'est un problème de santé publique majeur. Donc on a un certain nombre de challenges dans la prise en charge des infections fongiques, puisque les patients voyagent beaucoup, et donc ils peuvent revenir avec des champignons. Les patients ils peuvent être transplantés d'organes avec des greffons de patients qui ont voyagé, donc faire des infections liées aux greffons. Et puis il y a le réchauffement climatique qui fait qu'il y a manifestement un grand changement dans l'épidémiologie des infections fongiques. Et puis on voit des nouveaux champignons apparaître, comme ce Candida auris dont je vous dirai un mot. Et puis je vous dirai un petit mot d'un champignon qu'on voit émerger aussi en France.
Il y a aussi les populations à risque. Vous savez qu'il y a plein de nouvelles molécules qui sont développées en oncologie, en hématologie, et donc avec ces nouvelles, aussi dans les maladies inflammatoires, comme par exemple la sclérose en plaques. Et on voit avec ces nouvelles molécules apparaître des infections fongiques. Donc il y a 1 cas, 2 cas, 3 cas qui sont rapportés dans la littérature, et après on fait attention. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de mettre en place, quand il y a des nouvelles molécules, une surveillance pour pouvoir rapidement voir s'il y a réellement un surrisque infectieux, et puis pouvoir rapidement proposer des prophylaxies à ces patients. Et puis on voit des nouvelles espèces émerger, des nouvelles résistances. Alors ce que je voulais dire aussi, et ça sera discuté par la suite, c'est que on ne peut décrire que ce qu'on peut diagnostiquer. Donc il y a eu un papier qui a été publié dans le Lancet récemment, qui a repris sur le plan mondial les possibilités diagnostiques et aussi les possibilités d'accès aux traitements antifongiques dans les différents pays du monde. Et ce n'est pas une surprise de savoir qu'il y a une immense différence. Et comme je le disais, la mycologie est souvent un oublié un peu dans l'enseignement des maladies infectieuses, de la microbiologie. C'est souvent ce qu'on apprend un peu moins. Et donc il y a des pays où en fait il n'y a pas du tout de diagnostic et pas du tout de surveillance des infections fongiques. Donc même les infections les plus fréquentes comme les candidémies ne sont pas diagnostiquées, parce que si on ne les cherche pas, on ne peut pas les diagnostiquer. Donc on n'a pas de données épidémiologiques dans ces pays. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait une formation large, pour avoir des données pour prendre en charge les malades, et puis avoir des données épidémiologiques pour former l'ensemble des médecins. Et donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'équipes soutiennent, et qui, à mon sens, est vraiment extrêmement important. Et puis il y a des descriptions, vous voyez, de modifications de l'impact du changement du climat, à la fois par le réchauffement climatique qui permet à de nouveaux champignons qui sont thermotolérants de pouvoir devenir associés à des infections fongiques invasives, et puis tous les incidents climatiques avec les catastrophes naturelles qui sont associées quand il y a des ouragans, quand il y a des tsunamis, des inondations. C'est associé à des infections fongiques, parce que vous savez que la moisissure, c'est souvent ce qui se passe après ce type d'événement, et c'est responsable d'infections. Alors, après cette vue un peu globale, je me suis permise de me recentrer un petit peu sur l'expérience française, qui est juste notre expérience. Voilà, mais comme on a mis beaucoup de cœur à mettre en place cette surveillance existe en France depuis de nombreuses années à l'Institut Pasteur, et donc on l'a remodelé un petit peu ces 2 dernières années. Donc je voulais partager avec vous les données, la manière dont on fonctionnait, et puis les données de surveillance qu'on pouvait générer. Donc on a une surveillance en France sur tout le territoire. On a 60, donc on a la chance en France d'avoir des centres nationaux de référence, donc qui sont financés par Santé publique France, et qui ont pour mission de surveiller certains pathogènes. Et nous, on a la mission de surveiller toutes les infections fongiques invasives sur le territoire français, métropolitain et ultramarin. Et donc pour ce faire, il y a 60 hôpitaux sur le territoire qui déclarent toutes les infections fongiques invasives qu'il y a dans leur centre, avec des données, donc il y a des données épidémiologiques, le terrain du patient, son âge, et notamment on surveille les nouvelles molécules dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a l'identification du champignon dans les centres, et puis sa sensibilité aux antifongiques. Les souches, quand ce sont des souches de champignons un peu rares ou qui ont un profil atypique de sensibilité aux antifongiques, sur le territoire, elles sont toutes envoyées au Centre national de référence, où on a des experts en identification de champignons qui identifient avec une méthode d'identification polyphasique les champignons, donc avec l'aide de la morphologie, la biologie moléculaire et le MALDI-TOF. Et puis la sensibilité aux antifongiques est faite par la méthode standardisée ECAST, qui peut difficilement être faite dans les centres parce que c'est une technique lourde. Elle n'est pas faite pour le diagnostic quotidien, mais plutôt pour la surveillance. Et puis donc on peut générer ces données. Donc je voulais vous partager avec vous des données qu'on vient d'analyser sur l'année 2023. Donc on a
On a 3700 infections fongiques invasives qui ont été décrites dans ce réseau. Donc vous voyez que la grande majorité des infections fongiques, ça reste quand même les fongémies, dont la plupart sont des candidémies. Donc ça, c'est vraiment dans le quotidien le plus important, et vous verrez que c'est quand même associé à une très forte mortalité. Et puis ensuite, il y a les pneumocystoses, qui est donc bien un champignon, même si on y pense un peu moins, parce que comme il ne se cultive pas, on peut moins profiter de... Voilà, on n'a pas d'image. Et puis l'aspergillose, et puis ensuite les mucormycoses. Donc, vous voyez que c'est des infections qui sont graves, puisqu'il y a quasiment 40% de mortalité, si on prend toutes les infections fongiques en France, où on a à peu près tous les antifongiques actuellement commercialisés qui sont disponibles, et on a la chance d'avoir des laboratoires de mycologie. On a souvent un mycologue dans quasiment tous les hôpitaux en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, et donc on a cette chance, et avec vraiment beaucoup de moyens diagnostiques, et notamment beaucoup de moyens de biologie moléculaire, qui permettent d'avoir des diagnostics précoces, et vous voyez qu'on reste à des taux de mortalité très importants. Si on prend l'ensemble des facteurs de risque pour toutes les infections fongiques, vous voyez que ça touche quand même des patients très immunodéprimés, puisqu'il y a 20% de malades d'hématologie, 19% de patients avec des cancers solides et 10% de patients transplantés d'organes. Et puis, par exemple, les maladies inflammatoires, c'est aussi une population qui est plus faible au vu de toutes ces infections, mais qui est aussi importante. Et vous voyez que pour ce qui est de la France, la population de patients infectés vivant avec le VIH est faible, puisque ça ne représente que 5%. Alors si maintenant on s'intéresse aux candidémies, donc les 2004 candidémies, donc c'était majoritairement des patients avec des cancers solides et des patients qui avaient eu une intervention chirurgicale dans le mois précédent. Et donc vous voyez que le taux de mortalité est de 41%. Et donc c'est très important d'avoir la répartition des espèces de candidats dans un pays responsable d'infections fongiques, puisque en fonction du type de candidat, de l'espèce de candidat, la sensibilité aux antifongiques va être variable. Donc vous voyez que pour ce qui est de la France, on a moins de 50% des cas de fongémie qui sont liés au candida albicans, qui est le candidat qui est le plus sensible, qui est globalement sensible à tous les antifongiques et notamment au fluconazole. Et puis, on a quand même 20% quasiment de candida glabrata qui a une sensibilité qui est quand même moindre au fluconazole. Et 17% du candida parapsilosis, dont je voulais vous dire un mot, c'est un candida qui est donc présent sur la peau, qui peut être responsable d'infections, notamment chez les nouveau-nés. Souvent, la sévérité est un peu moindre, parce qu'une fois qu'on a enlevé le cathéter, souvent, c'est déjà une partie importante de la prise en charge thérapeutique. Ce candida, il est parfois très difficile à traiter, parce qu'il a une sensibilité aux échinocandines un peu moindre, et il y a de plus en plus de candidats parapsilosis qui sont résistants au fluconazole. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est surveillé de très près. Alors j'en profite pour vous dire qu'avec cette activité de surveillance des infections en général, on essaye de surveiller de près l'émergence, et on a mis notre warning sur certains agents infectieux que pour le coup on surveille au cas par cas, c'est-à-dire qu'on est alerté à chaque fois qu'il y a un cas qui est déclaré. Et donc notamment, on est très vigilant sur les infections à candida auris, dont je vais vous parler, donc à la résistance du candida parapsilosis et à la résistance d'Aspergillus fumigatus, qui en tant que clinicienne infectiologue sont vraiment des pathogènes qui posent parfois des problèmes, et on se retrouve souvent vraiment dans des impasses thérapeutiques. Donc vous voyez les données de résistance du candida parapsilosis au fluconazole en France, et donc vous voyez c'est la résistance au fluconazole, là c'est la ligne bleue, vous voyez qu'il y a une augmentation qui est assez nette depuis les années 2021. Alors je vais quand même vous dire un petit mot de candida auris, parce que c'est quand même ce dont on parle le plus au niveau international. En France, pour l'instant, on a la chance que ce ne soit pas un problème, mais on le surveille. C'est-à-dire qu'on a établi en France des recommandations de dépistage de candida auris chez tout patient qui avait été hospitalisé à l'étranger et qui arrivait. On n'a pas mis de pays, parce qu'en fait, la carte des pays où il y a du candida auris, elle bouge tout le temps. Et donc, vous voyez en fait qu'il y a une augmentation partout en Amérique, dans toutes les Amériques, en Asie du Sud-Est, et puis dans pas mal de pays d'Europe. Et donc, vous voyez la courbe épidémique en France. Alors, en fait, c'est majoritairement des colonisations. Vous voyez, le bleu et orange, c'est les infections. Donc, on a très peu de cas. Mais les patients venaient de 13 pays en dehors de l'Europe.
Voilà, et donc les patients les plus récents qu'on a reçus, c'est des patients qui venaient de Grèce ou d'Ukraine, qui avaient été hospitalisés dans ces régions. Et parfois, on diagnostique des patients qui viennent de régions où il n'y a pas encore eu de cas rapportés dans la littérature. Donc c'était pour vous montrer un petit peu la manière dont on surveille ce pathogène. Alors pour vous dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Candida auris et pourquoi ça fait autant de bruit, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il est capable de devenir tauto-résistant. Donc nous, la plupart des auris en France, ils sont résistants au fluconazole, mais ils restent quand même sensibles aux échinocandines et à l'amphotéricine B, donc on s'en sort, quoi. C'est pas très différent d'un Candida glabrata, mais ils peuvent, dans certains cas, être tauto-résistants. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont une capacité de dissémination sur les surfaces et d'être responsables d'épidémies hospitalières. Et donc c'est pour cette raison surtout que c'est très surveillé. Donc par exemple aux États-Unis, il y a eu des épidémies dans des maisons de long séjour, et puis il y a pas mal de pays où c'est sorti en fait de l'hôpital. En Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup de malades. Il y a des réanimations dans certains pays, notamment en Afrique du Sud ou en Inde, où en fait c'est la première espèce de Candida qui est isolée. Alors ça, je voulais juste vous montrer un autre exemple d'exploration d'épidémie. On a eu en France des fongémies avec une levure qui est rare, qui s'appelle Saprochaete clavata. Alors, on aime bien en mycologie donner des noms compliqués et changer de nom souvent, donc c'est pas évident ni de prononcer ni de suivre. Mais donc, ce pathogène, il est quand même rarement responsable de fongémie, et donc c'était fréquent dans des unités d'hémato. Quand je dis fréquent, c'est qu'il y avait par exemple 4-5 cas dans un même hôpital d'un pathogène rare, et donc il a pu être montré que génétiquement ces levures étaient les mêmes, et donc on a pu retrouver la source en allant faire des prélèvements à l'hôpital. Et donc en fait la source, c'était le lave-vaisselle qui dysfonctionnait, dans lequel étaient lavés les brocs d'eau des malades des malades d'hématologie. Voilà, donc pour vous raconter un petit peu les enquêtes auxquelles peut mener. Et donc ils ont changé le lave-vaisselle et du coup l'épidémie s'est arrêtée. Un petit mot, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur les candidémies, donc qui sont les plus fréquentes en nombre. Ensuite il y a l'aspergillose invasive, vous voyez c'est à peu près 600 cas l'année dernière en France. C'est vraiment pour la France une grande majorité de patients d'hématologie, et là c'est sûr que d'un pays à l'autre les facteurs de risque des patients varient, et donc je ne parle pas des aspergilloses chroniques, mais qui sont aussi un vrai problème de santé publique et probablement de manière plus large dans le monde, je pense. On a eu beaucoup de questions sur le lien entre les infections virales et les infections fongiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on surveille de près. Donc l'année dernière, vous voyez que parmi les aspergilloses, il y avait quand même 8% de patients qui avaient eu le Covid avant et 4% la grippe. Ça fait 12% des aspergilloses invasives qui étaient liées aux infections virales, alors qu'on est vaccination, etc. C'était quand même majoritairement des malades qui étaient probablement également un petit peu immunodéprimés. Mais donc cette association n'a pas disparu avec le meilleur contrôle de l'épidémie de Covid. Donc il faut être très vigilant chez les malades immunodéprimés qui ont un Covid. C'est chez eux qu'il y a un gros risque d'aspergillose. La mortalité, vous voyez, on reste sur des taux de mortalité de 44% à 3 mois. Et un autre problème important, c'est que souvent ces patients qui ont une aspergillose et qui ont une hémopathie maligne, ça retarde énormément le traitement de leur hémopathie, et du coup souvent ils peuvent aussi rechuter de leur hémopathie. Voilà, juste pour vous montrer la répartition des aspergillus, donc le plus fréquent c'est Aspergillus fumigatus, qui est responsable en France de 71% des infections. Le deuxième c'est Aspergillus flavus, qui est beaucoup plus fréquent en zone, je pense sur tout le territoire africain. Que ce qu'on peut avoir en France. Il a la particularité d'être moins sensible à l'amphotéricine B. Et bon, les autres pathogènes sont moins rares. On est en train d'analyser nos chiffres de résistance. En France, on est probablement autour de 7% de résistance aux azolées pour les fumigatus. Et puis, un petit mot de la mucormycose, qui est une pathologie qui est extrêmement grave, qui augmente en France, mais probablement parce qu'on arrive à mieux les diagnostiquer grâce à un nouvel outil diagnostique. On a eu 156 cas l'année dernière. Et donc, c'est grosse majorité de malades d'hématologie, mais il y a d'autres formes qu'on voit moins en France maintenant, mais qui sont importantes à connaître. C'est des formes ORL chez des malades diabétiques qui n'ont pas besoin d'avoir d'autres facteurs de risque. Donc, un patient diabétique est à risque de faire une mucormycose ORL.
Et puis des infections post-traumatiques, des patients qui font des gros accidents de la voie publique peuvent avoir des infections avec des champignons filamenteux. Et donc vous voyez le taux de mortalité qui est quasiment de 50% à 3 mois. Donc on a fait une étude épidémiologique sur 10 ans en France sur cette pathologie auquel on s'intéresse énormément. Et il a été développé notamment par Laurence Millon qui travaille à Besançon, une PCR spécifique de mucorale qu'on peut faire aussi dans le sang. Parce que la difficulté avec la mucormycose, c'est que comme on n'a pas de marqueurs sanguins, on est obligé d'aller faire un prélèvement au site de l'infection, et notamment chez les dématologies, ils sont trop fragiles, on n'arrive pas à avoir le diagnostic. Et donc, depuis que cette PCR a été mise en route, vous voyez, donc ça, c'est le nombre de cas qui ont été diagnostiqués par PCR en France. C'est la majorité des cas. Il y a quasiment plus de cas qui sont diagnostiqués sans PCR. Et donc, on a remarqué que de manière parallèle, on avait la mortalité des patients depuis la mise en place qui avait diminué. Une autre chose intéressante, c'est qu'on a regardé s'il y avait une variation du nombre d'infections en fonction de la saison, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de cas après l'été. Alors, c'était une impression parce qu'on a aussi une activité d'expertise. On donne des avis aux cliniciens qui prennent en charge des infections fongiques complexes. On a l'impression qu'il y en avait beaucoup à cette saison de l'année. Et effectivement, à l'automne, il y a plus de cas, avec notamment un des pathogènes qui s'appelle le rhizopus. Donc il y a vraiment une saisonnalité de cette infection. Ce qui n'est pas très étonnant parce que c'est un champignon. 3 minutes, d'accord. Et puis, je vais maintenant vous dire un petit mot d'un autre pathogène qu'on a pu surveiller sur le long terme, qui est la cryptococcose. C'est un autre pathogène auquel l'Institut Pasteur s'intéresse depuis de nombreuses années. Et donc, on a un suivi de ces infections depuis 2005. Et donc, on a analysé les données entre 2005 et 2020. Et vous voyez l'inversion des courbes chez les patients séropositifs ou séronégatifs pour le VIH. Et donc, le nombre de cryptococcoses chez les patients VIH positifs diminue, et par contre, ça augmente chez les patients VIH négatifs. Une des choses importantes, c'est que ce qu'on a pu mettre en évidence par ces données de surveillance, c'est que, notamment chez les patients séronégatifs, on avait un nombre non négligeable de patients qui avaient une cryptococcose, même du système nerveux central, avec un antigène cryptocoque négatif dans le sang. Donc l'antigène cryptocoque, il est très important pour diagnostiquer une cryptococcose, mais il faut avoir en tête qu'il ne l'élimine pas complètement. Et puis, comme on a une augmentation très importante en France de la population des patients HIV négatifs qui font des cryptococcoses, il y a assez peu de données, notamment sur le plan thérapeutique. Et donc, on a voulu voir, avec les données de surveillance, ce qu'on pouvait tirer pour notre pratique clinique comme information. Donc là encore, on voit qu'il y a fréquemment des antigènes cryptocoques qui sont négatifs dans cette population de patients dans le sang. Et l'autre chose très importante, puisqu'on n'avait pas vraiment de données sur ce sujet, c'est que vous savez que le traitement de référence de la cryptococcose, c'est l'association de l'amphotericine B à la 5-flucytosine, qui n'est pas disponible malheureusement dans tous les pays. Et chez le patient VIH, c'est clairement associé à une moindre mortalité. Et donc dans cette analyse, on voit que également chez le patient HIV négatif, c'est majeur de prescrire cette association. Et l'autre chose, c'est que les patients HIV négatifs, même si c'est un peu contre-intuitif, ont une mortalité associée à la cryptococcose qui est plus élevée. La cryptococcose en dehors du VIH, elle est plus grave. Il y a probablement plus d'informations. Et donc je vais finir par cette histoire qui est assez intéressante. Donc c'est là encore l'intérêt de donner pas mal d'avis. C'est qu'on s'est dit, il y a une année, on a été appelé à plusieurs reprises pour un champignon encore avec un nom compliqué, le Cladophyllophora bantiana, qui est un cas qui avait été plutôt décrit en dehors de France. Et là, une année, on a eu 6 cas. Donc on a cherché à décrire un petit peu ce champignon. Donc c'est un champignon qui est majoritairement qui est connu pour donner des abcès du système nerveux central. Donc quand on a un abcès du système nerveux central avec un champignon noir, déjà on a inquiet parce que c'est très pathogène. C'est aussi dangereux pour le microbiologiste puisque c'est des pathogènes qui peuvent être associés à des contaminations de laboratoire, et donc il faut absolument que ça soit manipé dans des laboratoires de type P3. Et donc vous voyez qu'il y avait effectivement une augmentation du nombre de cas en France, soit chez des malades qui avaient voyagé, mais aussi des malades qui se sont contaminés sur le territoire, avec des atteintes soit cérébrales, ce qui était bien connu, mais aussi des atteintes pulmonaires ou des atteintes cutanées. Et donc une des hypothèses, c'est que l'année où on a eu tous ces cas, c'est une année où il a fait extrêmement chaud en France, donc c'est une hypothèse. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu l'intérêt de cette surveillance un petit peu en temps réel.
Et puis, comme je n'avais pas le temps de parler de tout, mais je voulais juste vous dire un petit mot des mycoses endémiques, parce qu'en termes justement d'épidémiologie, comme leur nom l'indique, les mycoses endémiques, ce sont des infections fongiques qui ont une répartition géographique très différente en fonction des pays. Et donc le plus fréquent, c'est l'histoplasma. Vous avez aussi le coccidioides, le paracoccidioides, le blastocystis, thalaromyces, qui sont présents dans des régions complètement différentes. Il y a peu d'outils diagnostiques. Et donc voilà, on est en train un petit peu grâce à maintenant des tests rapides qui sont mis en place, d'arriver à mieux les diagnostiquer, à avoir une meilleure épidémiologie. Donc voilà les données que je voulais partager avec vous. Je voulais remercier, vraiment sincèrement vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui pour partager. C'est toujours très intéressant d'avoir des échanges entre collègues de différents pays sur les différences de moyens diagnostiques, de traitement et d'épidémiologie. C'est toujours très enrichissant. Et je remercie le réseau, parce que c'est grâce à ce réseau de mycologues que vous voyez ici qu'on peut générer toutes ces données, parce qu'ils travaillent au quotidien pour rentrer toutes ces données. C'est un énorme travail, je le sais. Et puis donc ça c'est l'équipe du Centre national de référence avec qui j'ai la chance de travailler à l'Institut Pasteur et puis au soutien de Pasteur et de Santé publique France. Je vous remercie beaucoup.